On va parler avec vous design et accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc avec Delphine Blanc, que je salue, qui est responsable de la coordination documentation à la direction de l'observation, la coordination, la communication interne, le pôle animation transversale. Vous avez un boulot monstrueux. Voilà, Jean-Claude Meff, qui est référent thématique insertion à l'UTAS 1, pôle solidarité. Et enfin, Xavier Figuerola, qui travaille à Talking Thing, voilà, designer. Merci donc d'être là. Donc, on va d'abord parler du projet, pour que ça soit très concret pour tout le monde. Il s'agit d'équiper les professionnels du département de Seine-Maritime et des autres institutions d'un même outil de partage de connaissances dans la gestion du RSA. Alors expliquez-nous pour que ça soit très clair avant qu'on rentre dans le détail du projet. Je vous en prie. Merci. Alors en fait, ce que vous venez d'évoquer, c'est une des pistes qui a été préconisée par notre designer. En fait, le projet à la base, l'idée, c'est de conduire une démarche de design de service dans le dispositif du RSA. Donc en fait, à l'origine, je ne sais pas si je peux avoir ma première slide. Je vous remets juste le contexte global dans lequel on s'inscrit. Le projet dont on parle, il s'appelle SPIDER. C'est un acronyme anglais puisqu'en fait, à l'origine, c'est un projet en partenariat avec d'autres collectivités et d'autres structures ailleurs en Europe. L'Université de Cardiff, qui a le chef de file, file, voilà, c'est l'Université de Cardiff, qui a un centre de design depuis une dizaine d'années. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on conduit chacun des démarches de design. Alors, il y a des partenaires, on est 8 en tout, il y a des partenaires en France, donc le Conseil général de Seine-Maritime, en Belgique, en Irlande et donc au Royaume-Uni. Donc, chacun, on a nos démarches de design sur 3 thématiques. La première, c'est le retour à l'emploi des jeunes qui sont en dehors du marché de l'emploi. La deuxième, c'est le maintien à domicile des personnes âgées. Et la troisième, sur laquelle le Conseil général de Seine-Maritime est engagé, c'est la conduite du changement. Donc, conduite du changement dans notre organisation, on a décidé de l'appliquer au dispositif RSA, puisque, bon, les conseillers généraux sont présents ici, vous savez bien que c'est le dispositif qui nous coûte le plus cher et sur lequel on a le plus de soucis, parce que c'est assez paradoxal, ça nous coûte très cher et en même temps, il y a plein de bénéficiaires potentiels qui ne recourent pas, enfin, qui ne demandent pas le RSA. Donc, on sait que c'est un des dispositifs sur lesquels on a le plus de soucis. C'est un des dispositifs sur lesquels ça fait des années qu'on planche, qu'on essaye de réfléchir à des améliorations, à des dispositifs, à des formations, etc. Et le constat est toujours le même, on tourne en rond, on ne s'en sort pas. Donc on s'est dit, essayons de prendre un peu de hauteur, essayons de tester quelque chose de nouveau, déjà avec les designs de services, en le mettant dans le cadre d'un partenariat européen. Donc l'idée, c'est de bénéficier de l'expérience de nos collègues européens qui ont déjà conduit des démarches de design, ce qui n'était pas notre cas. Et puis d'avoir l'appui méthodologique de l'Université de Cardiff qui nous a aidés à recruter un designer, voilà, sur tous les aspects un peu administratifs. Et bien sûr, dans tout projet européen, le principe, c'est aussi qu'on va plus vite quand on est plus nombreux et on bénéficie de l'expérience des autres qui font aussi chez eux en temps réel, même si la situation n'est pas exactement la même, évidemment, en Angleterre ou en Belgique ou en France, mais les problématiques sont quand même assez similaires, notamment sur la conduite du changement. Toutes les collectivités locales ou toutes les organisations publiques sont face aux mêmes enjeux, aux mêmes contraintes, donc on est tous dans la même dynamique, dans la même logique. Donc, ça, c'est pour l'aspect global, voilà, du projet. Donc, pour parler en local, nous, effectivement, Conseil général de Seine-Maritime, on fait un projet de design de service dans le champ du RSA, avec toutes les phases qu'on a déjà évoquées ce matin, d'immersion par le cabinet Talking Things. Ensuite, on va passer aux ateliers de co-construction et de tests, en fait, de pistes qui ont déjà été identifiées par le cabinet. Et je vais passer la parole. Voilà, donc ça, c'est les différentes étapes. Donc, on a été la phase d'analyse, d'immersion auprès, alors c'est important de le dire, auprès des professionnels du département de Seine-Maritime, auprès évidemment des usagers du dispositif RSA et auprès aussi, et ça c'est pas la moindre des choses, de tous nos partenaires institutionnels, parce que dans le domaine du RSA, on n'agit pas tout seul. Donc il y a Pôle emploi, il y a la CAF, il y a les associations, il y a tous ces organismes qui gravitent et qui ont aussi leur mot à dire
sur le dispositif RSA. Le RSA, c'est pas juste le Conseil général de Seine-Maritime qui donne des sous à un bénéficiaire. C'est bien plus que ça. Et c'est en ça que la démarche de design était intéressante, parce qu'on met tout le monde autour de la table, y compris ceux avec qui on a du mal à travailler. Souvent, il faut le dire, et surtout les bénéficiaires à qui on ne demande pas souvent leur avis. Ça coule de source qu'eux, ils veulent toucher leur RSA, d'accord, mais au-delà de ça, quelles sont les difficultés auxquelles ils font face dans le cadre du dispositif RSA. Et c'est en ça que l'agence de design nous a accompagnés pour réaliser ce qu'ils appellent la cartographie du dispositif, c'est-à-dire voir tout le parcours du combattant, de l'usager. Ils sont même allés ouvrir de faux droits à la CAF. Il faudrait vraiment pour essayer d'avoir la vision la plus neutre et la plus vraie, pour coller vraiment à la réalité de ce que c'est que le dispositif RSA pour tout le monde, en 360 vraiment. Et donc la phase d'immersion, elle a duré d'octobre à avril. Donc on a eu une étude qui a été conduite en partenariat avec une sociologue. Donc on a eu des figures, ce qui est commun à toutes les démarches de design. Donc on a des grandes figures de l'allocataire du RSA qui nous permettent de travailler à des scénarios maintenant d'amélioration du dispositif. Je vais passer la parole à mon collègue Jean-Claude, qui est responsable social, donc lui qui a vraiment les mains dans le cambouis, qui travaille avec les professionnels du département et les bénéficiaires sur la démarche de design en elle-même, et qu'est-ce que ça veut dire pour une collectivité de mettre en œuvre une démarche de design. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis, pour faire court, responsable du service insertion sur l'unité territoriale d'action sociale de Rouen. Le département comporte 8 unités territoriales d'action sociale. Et donc l'unité territoriale de Rouen est la plus conséquente, puisque nous regroupons 36% des bénéficiaires du RSA du département, avec environ 15 000 suivis concernant les allocataires du RSA sur le territoire. Alors, pour revenir à cette étude et à Spider, cette démarche de design, elle a été mise en place sur 2 territoires du département. Donc le territoire de Rouen et le territoire de Fécamp, avec un choix délibéré de pouvoir interagir avec des populations en milieu urbain et extra-urbain, du coup, par rapport à l'agglomération rouennaise, et en milieu rural, voire semi-rural, en tout cas moins dense en population, du côté de la ville de Fécamp. Sur ces 2 territoires, des pistes ont été dégagées par le cabinet Clean Things sur l'amélioration du dispositif RSA, bien évidemment en conservant le cadre législatif qui est le cadre de la loi sur le RSA du 1er décembre 2008, améliorer le dispositif RSA sans toucher au cadre législatif bien évidemment, et en essayant de pouvoir donner des outils pour optimiser ce dispositif, des outils à la fois aux professionnels qui travaillent auprès des allocataires du RSA, puisque le dispositif RSA, c'est aussi une démarche de contractualisation auprès des allocataires du RSA. Sur le territoire d'Oran, nous avons 130 travailleurs sociaux qui travaillent auprès des allocataires du RSA et qui contractualisent sous forme de contrat d'insertion avec eux. Des outils donc pour les travailleurs sociaux, mais également des outils pour les bénéficiaires du RSA eux-mêmes. Et sur notre territoire rouennais, nous avons eu 2 pistes, très concrètement, qui ont eu une importance toute particulière. Une première piste sur, j'allais dire, le besoin d'avoir une cartographie territoriale sur les ressources sociales présentes sur le territoire de Rouen. Alors c'est un territoire très riche en institutions, en services, en associations. Et le constat qui était le nôtre sur le diagnostic social de territoire, c'était de dire que nous avons une profusion d'offres de services, d'associations et de dispositifs sociaux, mais nous n'avons pas d'outils, en tout cas territoriaux, permettant de localiser et de pouvoir utiliser des acteurs de proximité pour les travailleurs sociaux qui sont en charge de ces allocataires du RSA. Et donc la première piste là, que vous avez sous les yeux concerne la nécessité d'avoir une vision pour les travailleurs sociaux donc, et aussi pour les bénéficiaires du RSA, de tous ces acteurs de proximité, qu'ils soient acteurs institutionnels, acteurs associatifs, acteurs caritatifs, basés sur, j'allais dire, les principes de la pyramide de Maslow, puisqu'on est vraiment sur les besoins vitaux en lien avec le quotidien des allocataires du RSA, sur l'alimentation, sur le logement,
sur la problématique de se vêtir, la problématique de se soigner, et de pouvoir donc équiper nos travailleurs sociaux en territoire de cette cartographie qui va être ensuite déclinée sur les différents sites sociaux du territoire, notamment les centres médico-sociaux, par divers outils que vous avez là donc sous les yeux, un site internet, des fiches personnelles, et puis la possibilité également, en centre médico-social sur le territoire, d'avoir du visuel, c'est-à-dire des posters sur les ressources sociales présentes aux alentours des centres médico-sociaux. Alors peut-être que sur la première piste, je vais laisser Xavier l'évoquer, ou en tout cas développer cette première piste liée à une problématique de cartographie, hein, puisqu'on en est là. Voilà, donc on va vous entendre en effet sur la méthodologie. Alors, donc bonjour à tous. Alors avant de creuser un peu plus loin cet outil, j'aimerais juste peut-être rappeler, mais c'est vraiment à titre de rappel, quelques éléments de l'analyse. Analyse qui a été par rapport à Mobition assez similaire, au sens où on a fait une immersion sur le terrain avec beaucoup d'interviews auprès des usagers finaux, donc ce qu'on appelle les bénéficiaires, et de l'autre usager direct qui est le travailleur social. Donc on a vraiment essayé pour le coup de couvrir ces deux champs-là. Et on a été accompagné notamment d'une sociologue, ce qui a permis entre guillemets de bien lever cette notion d'usager multiple, au sens où il n'y a pas une situation d'allocataire, il y en a entre guillemets autant qu'il y a d'allocataires, et cette richesse, elle est très importante à prendre en compte. Alors comment on en arrive à un moment donné à énoncer des besoins du type outils pour les allocataires et les professionnels? Je ne vais évidemment pas rappeler l'ensemble de l'analyse, mais il y a un des éléments très forts qui a émergé au travers des interviews, c'est la notion d'autonomie. Tout à coup, le dispositif du RSA, on est en train de parler d'un dispositif qui est très complexe, puisqu'il engage beaucoup d'acteurs. Donc il y a le département, la CAF, les associations, Pôle emploi, et encore, il y a le CCAS, etc. Donc ça, entre guillemets, ça comprend pas mal d'échelons et pas mal de diversité d'acteurs en termes de nature. Et tout à coup, c'est un dispositif qui est très difficile à comprendre, très opaque. Et tout à coup, poser la question de comment c'est quoi l'accompagnement très concrètement au quotidien. Quand on pose cette question-là à un allocataire ou au travailleur social, on a des retours qui sont hyper intéressants parce qu'en grande partie, le dispositif est méconnu. Et tout à coup, s'orienter, se guider dans un dispositif qui est opaque, c'est un enjeu qui est primordial, à savoir, tant que je ne comprends pas le service que j'ai en face, il m'est très difficile de m'y mouvoir, il est très difficile de profiter, entre guillemets, pleinement du dispositif. Et de sorte que, une des choses qui émerge au travers de ce discours, c'est l'idée de dire... Le RSA, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement social, donc qui est vraiment le travail des travailleurs sociaux. Et de l'autre côté, il y a le dispositif lui-même. Et quand on regarde le dispositif administratif, on peut le critiquer dans sa capacité finalement à ralentir et à freiner l'accompagnement social. Et je pense que ces outils-là commencent finalement à poser la question de comment mieux équiper des travailleurs qui sont parfois mal équipés ou qui sont, entre guillemets... qui n'ont pas forcément toujours les bons outils pour bien accompagner un allocataire, et comment on s'adresse à un allocataire pour favoriser son autonomie dans un dispositif qui, entre guillemets, n'a pas anticipé la place de cet usager. Donc à un moment donné, les outils, dont le premier est la cartographie, on se rend compte que c'est un outil qui commence à donner des clés de compréhension à un allocataire. Et en fait, on se rend compte que c'est le même outil qui commence à donner et à mieux équiper le travailleur social. Et tout à coup, on dit, finalement, il n'y a pas des outils métiers d'un côté et des sortes de documents qui ressembleraient à des copier-coller des informations légales que la CAF, entre guillemets, produit, la CAF ou d'ailleurs d'autres acteurs du territoire. Non, entre guillemets, il y a des outils qui garantissent le fait que les deux usagers du dispositif, les deux usagers centraux, peuvent travailler ensemble. Et à un moment donné, la cartographie et les autres outils dont on va parler, c'est des outils qui permettent au travailleur social
de mieux faire ce travail de dialogue avec l'allocataire, et à l'allocataire de pouvoir comprendre et être autonome dans un dispositif qui, entre guillemets, cachait ses règles du jeu. Et c'est un peu là-dessus entre guillemets, qui nous intéresse d'avancer, c'est en gros cet enjeu de capacitation pour l'usager, avec un S à la fin, et notamment ces deux usagers qui doivent travailler ensemble, le professionnel et l'allocataire. Donc, pour revenir rapidement à la cartographie, c'est vraiment cette idée de rendre lisibles les acteurs du territoire qui sont parfois pas assez valorisés. Et pourtant, en tant qu'allocataire, il y a un ensemble de besoins. Et je ne sais pas qu'en bas de chez moi ou à 100 mètres, il y a une association qui pourrait m'aider pour ça. Donc, ça a été un enjeu fort. Et c'est des outils dont on se dit toute l'intelligence, c'est le fait que les professionnels puissent s'en emparer et mettre à jour ces bases de données. Pourquoi ? Parce qu'on va garantir le fait qu'elles soient suffisamment simples à déployer et qu'elles répondent à des besoins du terrain, et pas qu'entre guillemets on copie-colle des outils existants avec toutes les bases de données existantes des collectivités et qu'on les mette techniquement à disposition. Donc il y a cette idée entre guillemets de rendre intelligibles des outils qui sont un peu opaques. Je précise et je nuance par rapport à ce que tu disais sur la participation des usagers dans le dispositif RSA. Il y a bien des dispositions dans le texte de loi sur la participation de l'usager au dispositif RSA. Simplement, c'est à chaque collectivité, donc aux conseils généraux qui sont porteurs du dispositif RSA, à entre guillemets s'organiser pour mettre en place cette participation de l'usager. Et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième piste que nous avons, nous, explorée sur le territoire, qui est une piste que nous avons co-élaborée, ou en tout cas co-réfléchie avec ce qu'on a appelé des groupes ressources d'allocataires du RSA. Un groupe ressources allocataires du RSA, c'est quoi ? C'est j'allais dire une émanation de la volonté du législateur sur la loi sur le RSA, laissant au département le choix d'instaurer des territoire par territoire nous concernant des groupes d'usagers, donc allocataires du RSA en l'occurrence, ayant un rôle de co-construction, j'allais dire de concertation avec la collectivité autour de l'offre d'insertion que propose le département et autour de l'accompagnement RSA fait par les travailleurs sociaux. Donc c'est une manière aussi d'associer les usagers. Et dans ce groupe ressources bénéficiaires du RSA sur l'UTAS de Rouen, nous avons eu la chance d'avoir un groupe très actif et qui a porté, et ça a été évidemment bien valorisé par Talking Things, la volonté d'avoir, cette piste 2 que vous avez sous les yeux, un outil de partage et d'information entre pairs, c'est-à-dire entre allocataires du RSA, et de pouvoir véhiculer l'idée de la mise en place d'un support d'information, d'un journal ou d'une publication. Donc on est encore sur diverses questions sur la nature de ce support, et de porter donc cette idée de pouvoir communiquer, communiquer en tant qu'allocataire du RSA avec le groupe ressources, communiquer à des pairs, à des personnes qui connaissent les mêmes situations, la même vie au quotidien, avec les difficultés de personnes qui cumulent quelquefois des problématiques sociales assez lourdes. Et donc c'est cette deuxième piste qui a été et qui va être creusée sur l'UTAS de Rouen, permettant l'élaboration de ce fameux outil de partage et d'information. Alors un petit mot, en fait, pour l'instant c'est des pistes de projet dans le sens où l'idée c'est de les expérimenter prochainement, les tester sur le terrain, les éprouver, les ajuster, et à partir de là, pouvoir, entre guillemets, les généraliser sur le territoire, voire plus si possible. Mais entre guillemets, c'est pour ça qu'on présente des images qui sont pas des images de réalisation. Pour l'instant, c'est à l'étape de projet, et on va... Dans la méthodologie, il y a bien cette idée d'expérimenter sur le terrain avant d'aller plus loin. Donc, entre guillemets, les pistes qu'on voit sont toutes à ce même stade pour l'instant de développement. Combien il y a eu de pistes en tout ?
Pour 5 l'instant, pistes. on est autour de 5 pistes qui seront pas toutes menées de front en même temps, mais qui vont être développées sur un calendrier, qui vont s'étaler sur un calendrier pour pouvoir, voilà, à un moment donné, ne pas surcharger le travail auprès des travailleurs sociaux ni des bénéficiaires, mais d'être dans des formats assez intelligents de tests, en fait. D'accord. Si vous en avez terminé pour la présentation, on va peut-être passer au jeu des questions-réponses, parce qu'il y a quelques questions qui sont déjà arrivées par SMS, dont une très directe, le coût de l'étude. Voilà. Mais c'est vrai que c'est super important, ça permet d'avoir une idée si on veut se lancer dans un tel projet. Alors, qui c'est qui répond? La personne qui répond à cette question, moi je ne connais pas le coût de l'étude. Je vais botter en touche un petit peu en disant que c'est un marché public, donc l'information est néanmoins publique, mais c'est un coût qui, dans notre cas, est divisé par 2 puisqu'il y a des financements européens. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de mener ce projet dans ce cadre-là, puisqu'il y a 50% de financement de l'Union européenne. Je ne peux pas répondre en fait sur le coût parce que l'action elle n'est pas terminée. Donc on a un coût, on a un marché initial qu'on a passé. Qui est dans quelle enveloppe? Une fourchette? C'est histoire d'avoir la fourchette en fait qui avait été déterminée au niveau du partenariat européen. On s'était tous dit, en gros, l'action en fonction du temps qui est passé sur les territoires, etc. C'est entre 40 et 50 000 euros pour une prestation qui dure, en fonction des territoires, encore une fois, entre 6 et 18 mois. Donc c'est grosso modo le marché qu'on a passé, tous collectivement, tous les partenaires européens, c'est entre 50 et 100 jours hommes, voilà, de cabinets de designers qui vont sur le terrain pour à la fois interviewer, faire des ateliers, tester, et voilà, faire ces allers-retours avec le commanditaire pour mettre en œuvre des choses. Mais au-delà du coût financier pour la collectivité, ce qu'il faut mesurer aussi sur un projet de design, c'est le coût en termes de temps passé, parce que forcément, ce qu'on ne voit pas, il y a le marché pour lequel effectivement on paye une prestation, et il y a le temps de travail pour les agents de la collectivité, qui n'est pas négligeable, parce qu'il faut trouver les ressources, il faut trouver les agents qui sont volontaires, et puis on parle d'interviews qui durent 2-3 heures, on parle d'ateliers de demi-journée ou de journée, donc c'est pas fondamentalement c'est pas négligeable. Et puis il y a aussi un autre coût un peu plus psychologique, je dirais, il faut assumer le risque que ça comporte de s'engager dans un projet de design. C'est pas forcément toujours très comment le dire en termes... C'est des fois un peu difficile parce que ça remet beaucoup en question une collectivité. À la fois dans la façon dont ça se met en œuvre, parce que faut être un peu schizophrène parfois, parce qu'il faut passer un marché, mais en même temps il faut essayer de trouver le périmètre d'expérimentation ça rentre pas dans les petites cases. Enfin, c'est difficile à mettre en œuvre parce qu'on nous demande d'être agile, on nous demande de mettre en œuvre des choses de façon expérimentale, et en même temps on est une collectivité, on est 5000 agents, on a une voie hiérarchique qui fait que, donc c'est à la fois pas forcément évident pour les agents, et c'est aussi pas forcément évident pour les professionnels, parce que ça les remet évidemment en question sur la façon dont ils travaillent, mais c'est un peu le but du jeu. Et puis même en tant qu'institution, ça nous remet en question parce qu'on se rend compte, le designer nous dit, dans un atelier, on a entendu, tu l'esquissais rapidement, on a entendu un bénéficiaire qui, de la bouche d'un de ses pairs, a appris, alors que ça fait 10 ans qu'il est au RSA, qu'il pouvait aller à la banque alimentaire. Et là, nous, collectivité, on entend ça, on se dit c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose. C'est juste, c'est quelque part, c'est assez choquant en fait ce qui nous est remonté dans le cadre de la démarche de design. Mais c'est bien c'est le but du jeu, hein, mais ça ne veut pas dire que les professionnels ils n'ont pas fait leur travail. Ça veut juste dire que le bénéficiaire. Il y a un problème de communication quand même. Ça oui, il y a un problème souci. de communication. Il y a un problème de multiplicité d'intervenants, et puis l'info se perd. Le bénéficiaire il formule pas forcément l'intégralité de ses besoins quand il va voir un tel professionnel, et puis les professionnels changent, et puis les besoins changent. Enfin, il y a cette espèce de mouvance et l'autre chose qui est assez difficile
à entendre de la part d'une collectivité, enfin d'un pouvoir public, c'est que quelque part, ce qui a été mis en lumière, c'est que, quand Xavier parle de capacitation, c'est que c'est l'administration qui maintient les gens dans le dispositif RSA de façon complètement artificielle, parce qu'on ne leur donne pas les clés pour en sortir, parce que c'est juste illisible, parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de se projeter. Donc il y a un exemple tout simple qui est celui de la calculette RSA, qui est supposée permettre aux gens de calculer les droits RSA auxquels ils ont droit en fonction du temps qu'ils travaillent, etc. La calculette, alors je parle librement parce que moi je ne suis pas travailleur social, donc ce que j'en ai compris des échanges, c'est que la calculette de la CAF, elle est trop compliquée à utiliser, puis elle n'est pas accessible aux bénéficiaires, je crois, ou alors elle est un peu cachée. Donc nous, on en a fait une autre. Le Conseil général des systèmes, on a fait une autre calculette qui n'est pas plus fiable, donc nos professionnels ne l'utilisent pas, et puis les bénéficiaires n'en ont pas connaissance. Donc en fait, on ne leur donne pas la capacité de calculer eux-mêmes ce à quoi ils vont avoir droit s'ils prennent le risque, entre guillemets, de retourner au travail. Et donc on les maintient tout simplement artificiellement dans cette situation de dépendance par rapport à l'administration. Donc ça, ce n'est pas forcément facile à entendre, en même temps, c'est forcément nécessaire. Très bien, merci. Alors j'ai plusieurs questions qui vont tomber, là j'en ai vraiment pas mal, donc je demanderai à chacun de faire un petit peu plus court, sinon on va finir un petit peu tard, et s'il y a des problèmes de transport, ça va être compliqué pour rentrer chez soi. Mais je vois bien qu'avec une seule question sur le prix, vous m'avez fait 10 minutes finalement, hein. Mais j'ai pas le prix exact, si 50 000, je vous taquine. Alors, une question sur la prise en compte de la grande diversité des profils des allocataires. Ça c'est intéressant. Qui veut répondre ? Allez-y, je vous en prie. Dans le cadre de l'étude, effectivement, on a, on s'est largement appuyé, en tout cas sur le territoire, sur les composantes du fameux groupe ressources allocataires du RSA, avec, par chance, entre guillemets, une photographie du groupe qui relève d'une grande diversité, justement, puisqu'on a des profils complètement différents dans le groupe, avec on va d'un universitaire bac plus 8, jusqu'à la personne qui n'a jamais eu un parcours scolaire très linéaire. Et donc, on s'est servi, en tout cas sur le territoire de Rouen, de ce support, de ce groupe ressources, déjà, initié à cet échange avec la collectivité, et pour lequel il a été plus simple, en termes de porte d'entrée, de pouvoir présenter la démarche de Talking Things et la démarche de design de service, avec toutes les précautions prises. Et là, on a quand même laissé largement la place à Talking Things pour pouvoir être en situation pédagogique par rapport à ça. Ouais. Alors l'idée de la représentativité des allocataires, c'est une bonne question. C'est une question qui est un échec programmé. En fait, c'est clair, dans le RSA, on n'arrivera jamais à avoir tout le monde autour de la table, notamment tous ceux qui sont absents et qui ne font pas la demande. Donc, entre guillemets, ça représente un panel très important, entre guillemets, considérable, qu'on a touché en partie, mais qui est difficile à impliquer. Je ne sais pas s'il y a ce vœu, dans une étude de 6 mois, avec les moyens qu'on a, d'être représentatif sur tout. En revanche, il y a eu, entre guillemets, un effort qui a été fait pour bien identifier des complexités de profils. À un moment donné, entre guillemets, les profils sages, non, ça ne nous intéresse pas trop, dans le sens où ils vont nous raconter des choses qu'on saura retrouver. Par contre, on a fait cet effort avec la sociologue d'aller chercher des profils complexes, au sens où ils vont raconter une complexité dans leur parcours administratif et dans leur parcours de vie. Plutôt que d'être exhaustif, c'est plutôt l'idée de capturer des problématiques un peu structurantes du dispositif, plutôt que d'essayer d'ouvrir à un moment donné le panel à 360 sur les publics. Alors, c'est une question très intéressante. On y a répondu, nous, de notre manière, mais je ne sais pas si on peut prétendre à être exhaustif sur cette question. Alors, autre question. Quelle articulation avec votre projet de CRM, informatique de la relation usager ? Moi, je n'ai pas compris la question, mais bon, je ne suis pas très très bon, moi, en même temps, en la matière. Mais vous non plus, ça me rassure. Alors, est-ce que vous pouvez la renvoyer par SMS ? Il ne s'agit pas de vous dénoncer là, comme ça, mais si vous pouvez renvoyer la question par SMS, peut-être un peu plus explicite, et on y reviendra. Moi, je ne comprends pas. Alors, une autre question. Quelles retombées déjà observées en matière de conduite de
changement. Celle-là, je l'ai compris. Quelles retombées déjà observées en matière de conduite de changement? Ça, c'est pour vous. Hein. Oui, a priori, c'est pour nous. Les premières retombées, moi, sur le territoire en tout cas, hein, j'ai pu les observer sur le positionnement des travailleurs sociaux, ou en tout cas la manière dont les travailleurs sociaux appréhendent ou ont appréhendé cette étude, et dans la manière dont ils sont emparés aussi de cette étude, puisque, Xavier, tu me confirmeras, on a eu la constitution d'un petit groupe de professionnels qui nous est maintenant fidèle, on va dire, avec, comme le disait Delphine tout à l'heure, une remise en question au niveau des travailleurs sociaux sur leur positionnement, leurs pratiques actuelles en termes d'accompagnement et de perception de leur propre rôle par rapport aux allocataires du RSA. Ça induit aussi le fait donc, de cette remise en question et de sortir de ce que moi j'appelle souvent ce terme-là, enfin en tout cas j'utilise souvent ce terme-là, de sortir d'un effet tunnel que nous utilisons très souvent dans le travail social, c'est-à-dire on réfléchit entre techniciens du social, entre nous, on mouline un dispositif ou une action et on se retrouve au bout du tunnel et on est très content parce qu'on a eu cette réflexion ensemble. Malheureusement, on a un peu oublié l'usager entre-temps. Et voilà, donc je crois que les premières retombées, c'est vraiment un état d'esprit qui est en train de... Bon, j'allais dire pas que c'est pas une révolution, mais qui est en train de changer de manière assez remarquée sur les professionnels qui sont impliqués dans ce petit groupe et dans l'étude de Talking Things, sur la manière dont ils appréhendent leur suivi auprès des allocataires et la manière dont ils s'emparent de la parole de l'allocataire en dehors d'une relation d'aide classique, entre guillemets. Voilà. Très bien, merci. Bien, écoutez, il n'y a semble-t-il plus de questions par SMS, donc je vais vous remercier. Merci. Et juste une dernière remarque pour prolonger ce que dit Jean-Claude. On revient d'un contexte où, entre guillemets, le département met entre les pattes des travailleurs sociaux, des designers et un sociologue. Et c'est une situation assez conflictuelle parce qu'à un moment donné, mettre des professionnels qui observent d'autres professionnels, ça laisse planer cette idée d'un audit ou sur une sorte de contrôle qualité sur le travail des professionnels, que nous, on passe notre temps à désamorcer, et c'est pas pour jeter la pierre aux directions, mais entre guillemets, ça a été au début une question assez critique. À un moment donné, pourquoi on pose toutes ces questions aux professionnels, pourquoi on vient les observer dans un quotidien, pourquoi on leur demande d'ouvrir leurs outils métiers. Au début, c'est complexe et en fait, on se rend compte que petit à petit, quand il y a vraiment une relation de confiance qui commence à s'installer, en gros, les professionnels jouent le jeu et commencent à montrer et à transmettre des enseignements, puisque c'est bien leur expertise d'usage qu'on vient chercher. Ils viennent vraiment jouer ce jeu de faire remonter des éléments qualitatifs sur l'accompagnement et qui sont en grande partie présents dans les pistes. Ces pistes-là, nous, on les énonce et entre guillemets, on les énonce à notre manière, mais elles s'appuient sur un ensemble de choses dites dans les ateliers, un ensemble de constats et de verbatim de la part des professionnels. Quand on présente ces pistes, il y a un ensemble de bagages derrière qui sont transmis, et quand on joue ce jeu avec eux, quand on leur offre un temps de parole pour ça, il y a vraiment une adhésion forte, et je pense que pour le coup, c'est là qu'il y a un peu de co-construction, au sens où on leur demande pas de jouer le jeu de designer, on leur demande de nous permettre de co-construire des cahiers des charges intelligents de projet. Et c'est un peu différent, mais c'est vraiment là que les professionnels trouvent leur place et surtout se sentent à l'aise dans ce projet. Très bien, merci Xavier Figuerola, donc designer pour Talking Things. Merci. Il y a une question. Allez-y.
gens de très haut niveau et tout à fait remarquables. Alors, sur les liens avec le comité d'évaluation, je vous répondrai non, parce que du coup, c'est la réponse très franche que je vais vous donner. Simplement, si on évoque la problématique du non-recours au droit et au RSA activité, hein, puisqu'on parle évidemment de ce RSA activité qui est le complément de revenu en cas d'activité professionnelle, on a tout un travail qui a été fait sur notre programme que l'on a baptisé Seine-Maritime Imaginons 2020, qui était une vaste consultation de la population sénomarine il y a environ 2 ans. Et de cette consultation sont nés des projets sociaux de territoire. Et pour faire court, sur notre territoire très urbain sur Rouen, nous avons une action que nous allons mener très prochainement dans le cadre d'un projet social de territoire de sensibilisation. Je prends un exemple très concret d'employeurs de personnes sur le secteur de l'aide à domicile. Une sensibilisation des employeurs mais aussi des salariés au calcul du RSA activité et au recours au RSA activité en tant que salarié à raison d'une, 2, voire 3 heures, 4 heures par semaine, permettant à ces futurs allocataires de pouvoir faire valoir leurs droits de manière très effective. Et c'est vrai que c'est un constat national, puisqu'on est à 70%, je crois, de taux de non-recours au RSA activité. Donc 7 personnes sur 10 qui auraient droit au RSA activité ne le font pas valoir leurs droits. Et c'est une constante que l'on retrouve en zone urbanisée, notamment sur la métropole rouennaise, avec multitude de salariés précaires. Et donc ce constat territorial, on s'en sert, j'allais dire, pour mettre en place ces actions très concrètes auprès notamment d'employeurs dans différents secteurs professionnels. Voilà. Mais bon, pour les liens avec le comité, malheureusement, non. Merci pour cette question. Merci pour votre réponse. Donc voilà. Ah, une question. Oui. Allez-y, on vous écoute. Talking Things. D'accord, ok. Vous travaillez où exactement? Sur la même moment aussi, d'accord, très bien. Alors donc 5 pistes, on en a parlé, on a retenu 2 pistes, et les 3 autres pistes brièvement. Et puis après le CV de Talking Things. Donc en gros, la première, c'est autour des enjeux d'information sur le réseau local sur des problématiques sociales. La deuxième, c'est sur évidemment cet outil de partage d'informations de pair à pair, qui est un outil en partie numérique, mais en partie pas numérique, papier, etc. Il y a un troisième outil pour l'instant qui est évoqué, qui est autour d'un outil d'aide à la gestion. Alors ce qu'on appelait calculette à l'instant, c'est finalement cette idée de permettre à un allocataire de pouvoir se projeter dans un futur montant d'aide et avec toute la complexité que ça induit, puisque c'est une complexité administrative. Je connais mon montant 3 mois. Enfin, il y a ce différentiel de temps entre le moment où je fais la déclaration et le moment où le montant est calculé. Et puis il y a un enjeu pédagogique autour de cet outil qui est comment, malgré le fait que le calcul est complexe, comment on donne des clés de lecture et de compréhension pour pouvoir se projeter. Donc ça en fait 3. Il y a une 4e autour des démarches. Finalement, le dispositif ne permet pas d'anticiper un ensemble de gestes administratifs qui sont complexes. À un moment donné, une jeune femme qui va devenir mère, ça va avoir des incidences sur son parcours administratif. En gros, des parcours de vie, des étapes de la vie ont ponctuellement des incidences sur le parcours administratif. L'opacité fait qu'on se retrouve avec des allocataires qui, méconnaissant ces informations, apprennent et se trouvent devant le fait accompli et se retrouvent avec des revenus moindres ou un ensemble de problèmes qui vont avec. Ça en fait 4. Et un 5e qui est autour des documents.
c'est finalement comment on orchestre une forme de fluidité et de continuité dans un contexte où l'allocataire, c'est le seul point commun entre la CAF, le département, l'association, le CCAS, le travailleur social, et on en loupe. Et à un moment donné, quand on parle du RSA, c'est à un moment donné ces interactions, quand on les orchestre pas, quand on les articule pas les unes aux autres, il y a vraiment un effet qui est contre-productif, qui est à savoir chaque administration fait sa partie du travail et entre guillemets le seul à entre guillemets payer les frais de la non-articulation, c'est le bénéficiaire qui se retrouve à redéclarer des choses qu'il a déjà renseignées par ailleurs, qui a à entendre des sons de cloche différents sur le parcours. Et quand on parle d'opacité, c'est cette capacité à rendre lisibles des choses qui, entre guillemets, sont partagées entre des acteurs du territoire différents. Voilà. Donc c'est comment on orchestre une forme de continuité dans ces objets de communication et d'interaction. Voilà, donc ça c'est pour les 5 pistes. Maintenant, votre CV, mais brièvement. Donc c'est quelles études que vous avez réalisées tous les deux? Quel niveau d'études? Quel domaine? Alexandre et moi, on a des profils différents, puisqu'Alexandre, on est tous les deux designers. On a fait des études de design industriel, ou finalement, design de service, il n'y a pas d'école du design de service. Donc on sort de la fac? C'est plutôt une pratique. Donc on a fait une école de design qui s'appelle l'ENSI, qui est à Paris. Mais il y a d'autres écoles qui pratiquent ces approches. Alexandre a un profil qui est en plus complémentaire par rapport au profil design d'un profil urbain. Donc il a fait un master en urbanisme. Et moi-même, j'ai par ailleurs des études en communication. Donc entre guillemets, on a des profils complémentaires et on intègre dans l'équipe une troisième personne qui est sociologue et qu'on fait intervenir, qui est ethnologue et sociologue et qui est entre guillemets très équipé sur ces questions de problématiques sociales. Très oui. Oui, c'est une piste qui effectivement est utilisée très fréquemment par les travailleurs sociaux en termes d'intervention sociale, effectivement. Maintenant, je pense qu'on est sur le fait de pouvoir s'alimenter avant tout des fruits du travail avec Talking Things pour justement adapter ces techniques d'intervention sociale. Justement en y intégrant la participation de l'usager et de pouvoir, j'allais dire, comme je le disais tout à l'heure, sortir de cet effet un peu de tunnel qui quelquefois fait qu'on tombe un peu dans nos travers en tant que travailleurs sociaux. Donc voilà. Donc on va intégrer dans cette méthode autour des interventions collectives notamment le fruit, en tout cas, des travaux faits avec Talking Things pour continuer, au-delà de Spider, à pouvoir faire perdurer cette participation de l'usager dans un circuit, dans une boucle qui, jusqu'à présent, n'était pas forcément parfaite. Ou en tout cas, si tant est que ça puisse être parfait. Voilà. Très bien. Merci pour ce trio de questions. Merci au représentant du Conseil général de Seine-Maritime, Delphine Blanc, Jean-Claude Meffre et puis donc Xavier Figueroa pour Talking Things. Alors on va accueillir le directeur général des services du Conseil général du Val-d'Oise, mais au préalable, on va vous présenter une petite application qui a été réalisée par Anis Rifi, qui est en train de monter une start-up. Il est de Cergy-Pontoise. Et c'est une application qui vise à fluidifier les files d'attente. Ça peut être une file d'attente, quelle qu'elle soit, dans une mairie, dans une préfecture. Donc on vous laisse nous présenter votre application en 4 slides. Oui, ça va être assez rapide. Bonjour à toutes et à tous. Donc Anis Rifi, on est une jeune start-up qui est basée sur la ville de Cergy et qui a développé donc un outil qui permet à un utilisateur de visualiser sur son smartphone une file d'attente sans aller forcément, par exemple, à la préfecture.
Donc avant de chez lui, il regarde la préfecture, il se dit, bon bah là concrètement, il y a beaucoup de monde dans ce service-là, est-ce que c'est judicieux que j'y aille, au lieu de faire comme on faisait anciennement, se dire, bon bah on va y aller entre midi et 14h, il y a peut-être un peu moins de monde, et en fin de compte, on est plusieurs à penser la même chose et se retrouver bloqués. Ensuite, ils ont la possibilité aussi de créer des alarmes. Donc on va prendre un cas assez simple. Disons qu'on a le ticket numéro 245, qui a 50 personnes devant soi. Donc on est normalement censé attendre 10 minutes par personne, donc 50 minutes. Là, en l'occurrence, on peut créer une alarme au bout du numéro 240. Partir de la préfecture, aller se balader, prendre un café, profiter du beau temps comme aujourd'hui, et dès que l'alarme sonne, donc ça veut dire qu'il n'y a plus que 5 personnes qui sont devant vous, vous pouvez revenir à la préfecture et n'attendre plus que les 2, 3, 4 personnes qui sont devant vous, sans avoir à avoir des accélérations parce qu'il y a 10 personnes qui n'auront pas consommé leurs 10 minutes mais n'auront consommé qu'1 minute, au contraire, des personnes qui durent un peu plus longtemps. Voilà, donc nous, ce qu'on recherche, ce serait de pouvoir mettre en pratique cette application, parce qu'on n'a pas la technologie que vous avez, on ne sait pas qu'est-ce que vous utilisez dans les services publics comme technologie pour transmettre l'information à vos clients en termes d'affichage, afin d'adapter notre technologie et de créer un outil qui sera le plus appréciable possible par les utilisateurs. Donc voilà, donc c'était plus un appel... Voilà, un appel au peuple. Voilà, donc vous êtes venu avec vos cartes de visite à Nice. C'est ça. C'est bien. Avec la meilleure carte de visite, c'est moi. Faut les distribuer, N'hésitez alors. pas. Merci.